Depuis longtemps, on s'est interrogé sur, par exemple, ce qu'on appelle les pathologies liées à l'exil. Une fois qu'on a donné l'ordre d'évacuation, c'est là que les choses effectivement vont se compliquer parce qu'il faut héberger, il faut soigner, il faut prendre en charge psychologiquement les gens et surtout il faut préparer l'avenir. Ce qui se passe, c'est la perte des repères. Tout ce que je suis et tout ce que je possède se trouve dans une zone que nous venons de décrire comme la zone sinistrée. On nous impose une localité, un habitat. On n'a plus accès à notre façon d'acheter à manger, de préparer les repas. Oui. Enfin, tout est... Si on doit déplacer demain 400 000 personnes vers le nord du pays, il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'infrastructure pour accueillir cette population. Or, tout ça, ça génère un état physique d'hypervigilance, parce que des choses auxquelles on n'a pas besoin de faire attention, tout d'un coup, deviennent un objet d'attention et de préoccupation. C'est-à-dire qu'il y a peu de temps, j'ai renoncé à mon statut de fonctionnaire français. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai un contrat avec l'Université de Luxembourg, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Qu'est-ce que ça produit, la vigilance ? Ça produit physiquement des tensions dans les muscles, des douleurs. Ça empêche le sommeil, donc la fatigue, dans toutes ces états de douleur chronique ou de fatigue chronique qui vont avoir un bouillon de culture pour s'installer. Allez demander aux gens de Fukushima l'effet que ça peut faire de devoir partir avec un délai de 2 heures, sachant qu'on ne pourra jamais revenir, j'en ai rencontré des gens, qu'on ne pourra jamais revenir reprendre ces vieilles photos de famille par exemple, même les regarder, c'est terminé. Quand il y a de l'incertitude sur notre avenir, En pleine catastrophe. on vient se remplir avec de la nourriture. Et ce qu'on voit dans des populations exilées, c'est beaucoup de pathologies liées à la nourriture, c'est-à-dire le surpoids, le diabète, les déséquilibres nutritionnels. Et ça paraît quelque chose d'incurable parce que les racines qui y conduisent, on n'arrive pas à les détricoter, quoi. Mon seul espoir dans une telle situation serait que mes 2 enfants, qui sont aujourd'hui des adultes, soient assez internationaux pour trouver une vie ailleurs. Moi, franchement, je n'en aurais plus. Ça illustre parfaitement le malentendu qui peut survenir. Une personne exilée à la suite d'une catastrophe, mais elle n'a pas subi peut-être de radiation, mais alors de quoi elle se plaint ? Et alors on va chercher des radiations cachées, alors que ce qu'il faut reconnaître, c'est que vivre une catastrophe de ce genre, ça puisse avoir des effets physiques, psychiques, d'une ampleur considérable. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement, sans chercher des désordres biologiques qu'on ne trouvera pas forcément, reconnaître ça et donner un nom médical, par exemple, syndrome d'exposition, mais pas au sens d'une exposition de niveau d'irradiation qu'on mesurerait avec un dosimètre, mais on a été exposé à une catastrophe. Mais surtout pour les jeunes qui voudront quand même se créer un avenir, fonder une famille, ils seront bien obligés de quitter la région pour retrouver quelque part un espace de vie, se recréer quelque chose. Et ça signifie pour eux aussi vraiment commencer à zéro. À partir du moment où ils franchissent la frontière, ils passent du statut de déplacé à celui de réfugié. Avec cette petite particularité quand même, c'est que comme ce sont des ressortissants européens pour la plupart, il n'y a pas de problème de régularité d'entrée et de séjour comme ça peut être le cas pour des personnes qui viennent d'en dehors de l'Europe. Donc ils deviennent des réfugiés. Ils auront à vivre des choses assez inédites pour des exilés, puisqu'on leur reprochera de se plaindre alors qu'ils sont gâtés par les conditions économiques qui étaient les leurs au départ, quoi. Le luxembourgeois a devoir toujours se justifier, comme quand on est de confession musulmane, on est toujours obligé de se justifier. Non, je ne suis pas islamiste, non, voilà. Là, les luxembourgeois seront obligés continuellement de se justifier pour dire non, je ne suis pas un expatrié richissime, et oui, j'ai tout perdu. Quand on perd l'État, c'est comme si on perdait ses parents. Un bon nombre de réfugiés politiques qui ont vécu cette situation sont littéralement en demande d'adoption et vont faire tout pour être adoptés le plus vite possible. Ils vont tout faire pour plaire à leurs
supposés parents d'adoption. Ils vont apprendre très vite le français, se convertir à une autre religion, trouver un travail, etc. Et la consécration de cette adoption, c'est le statut de réfugié politique. Il a cette fonction-là au niveau de l'inconscient, au fond. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vivre à nouveau, refaire des projets, s'installer, parce qu'on est à nouveau inséré dans une filiation qui nous donne la force et la légitimité pour entreprendre. Juridiquement, ça pose problème, parce que réfugié, c'est une personne qui fuit une persécution. Alors, sauf à considérer qu'une explosion, un accident nucléaire est une persécution, mais il y a quand même l'élément intentionnel qui manque. Là, on fuit une calamité technologique. Il n'y a pas de texte qui le prévoit en tant que tel. Alors ça, c'est peut-être un problème qui va se poser aux Luxembourgeois. Parce que qui osera leur dire « votre pays est définitivement perdu ». Abandonnez-le, faites le deuil de votre pays. Personne n'osera dire ça.